Merci de vous être connectés. Et puis, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège. Nadège qui va se présenter tout à l'heure. Et le thème, c'est la fibromyalgie. On a voulu mettre ça en place parce que c'est un thème qui nous tient à cœur, la fibromyalgie, et puis l'apport aussi de la micronutrition pour aider les gens qui souffrent de pathologies chroniques et notamment de la fibromyalgie. Donc, à toi l'honneur, Nadège, de commencer. Je te laisse te présenter parce que je pense que tu es la plus à même d'écrire tout ce que tu fais. Et puis, je te laisse commencer. Merci Bonne beaucoup, soirée à Yannick. tous. Merci beaucoup, Yannick. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie, moi aussi, de votre connexion avec nous ce soir. Effectivement, fibromyalgie, micronutrition, on va voir qu'il y a plusieurs parallèles envisageables de faire et que ça peut être un sacré support. Alors effectivement, si je suis avec vous ce soir, c'est parce que j'ai reçu en 2011 un diagnostic de fibromyalgie sévère à cette époque-là. Donc effectivement, ça fait un petit moment que je travaille sur cette pathologie, comme nombre de personnes qui, parmi nous ce soir, être probablement touchées, celles qui ne le sont pas non plus toujours. C'est vraiment ouvert à tous. Mais j'étais dans la même démarche que la plupart d'entre nous, à savoir trouver des solutions. Parfois, l'autre démarche, c'est m'éloigner de la chimie. Alors, je reviendrai vraiment sur les choix que j'ai faits, moi, de soulagement, de soutien, de tout ça. J'y reviendrai un tout petit peu après. Dans les grandes lignes, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai décidé de travailler sur cette pathologie pour deux raisons. La première, c'est que j'avais, moi, une insatisfaction, une frustration sur la manière dont les choses avançaient avec la médecine traditionnelle de chez nous. Donc, j'ai cherché d'autres voies. La deuxième, c'est que ma maman a reçu le même diagnostic quelques temps après moi. Et là, je vous avoue qu'en plus de toucher ma curiosité, ça m'a vraiment touché le cœur aussi parce que je savais très bien ce qu'elle allait vivre pour cause. Je le vivais déjà aussi. Donc, ces deux choses-là m'ont vraiment amenée à essayer de trouver un autre regard sur cette fibromyalgie. Je vais vous présenter un petit peu quelques éléments clés de ce que je peux vous en transmettre aujourd'hui. Et j'espère vous apporter de nouvelles informations. N'hésitez pas, effectivement, en fin de présentation, j'essaierai de répondre à vos questions. Donc, quand on parle fibromyalgie, en fait, de quoi on parle? Parce qu'on sait que l'OMS l'a reconnue en tant que maladie. Ça, en général, on le sait, en 92, c'est établi. On sait aussi que pour la France, c'est encore un syndrome. Il y a plusieurs raisons à ça. La partie diagnostic, la partie traitement, sur laquelle on va revenir aussi un peu plus en détail. Là où ça commence à être compliqué, c'est que cette fibromyalgie va pouvoir vous être présentée parfois comme une maladie rhumatologique, parfois comme une maladie neurologique. On entend aussi parler de maladies auto-immunes, on entend parler de maladies d'encrassement. En fait, déjà, à cette étape-là, on est déjà un petit peu dans le flou. D'ailleurs, Yannick, tu as peut-être eu des personnes qui se sont présentées avec toi, pour ta micronutrition, sous différents regards comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et Voilà. c'est un peu la problématique des gens, de ne pas avoir des fois un diagnostic bien posé, quoi. Voilà, et ça fait partie du problème parce que c'est quelque chose qu'il faut réussir à vivre déjà. Ce qui est sûr, par contre, c'est au niveau de la symptologie. D'accord? On parle d'une maladie invisible, mais avec 3 symptômes forts que vous connaissez probablement tous, à savoir la douleur chronique. On parle d'une douleur latente qui parfois se gère en miroir, deux faces du corps, parfois se gère unilatéralement. Ça a été mon cas en grande partie parce que mon côté gauche a été extrêmement touché, beaucoup plus que mon côté droit. Cette douleur, elle est chronique parce qu'elle dure au moins pendant 3 mois sans interruption. Parfois, on pousse jusqu'à 6 mois. En tout cas, c'est sans interruption. Et c'est H24. C'est-à-dire que vous êtes éveillé, vous avez mal. Potentiellement, vous vous réveillez, vous avez mal pendant la nuit. La douleur peut être tellement intense que c'est elle qui vous réveille. On est sur de la chronicité. On est sur de la latence avec parfois des crises qui s'ajoutent, qui vont être beaucoup plus ciblées. Quel type de douleur on parle? Squeletto-musculaire. Vraiment une atteinte sur cette partie-là de l'organisme. D'où le problème un petit peu rhumato-neuro, parce que ce sont des descriptions de brûlures, de picotements, de fourmillements. Vous savez, la sensation des coups de couteau. Et ça, c'est de la douleur, c'est de la description, de douleur neuropathique. Donc, on est un petit peu pris dans tout ça et ça explique le flou artistique sur cette partie. Le deuxième symptôme fort, les troubles du sommeil. 2 choses possibles, voire cumulables. L'insomnie,
C'est-à-dire que votre phase d'endormissement est compliquée, qu'elle peut durer au-delà de 20 minutes. Vous rentrez dans la case insomnie. Ça, c'est valable quand vous vous couchez et c'est valable si vous avez besoin de vous rendormir pendant votre cycle de sommeil. D'accord ? 20 minutes, premier critère d'insomnie. Deuxième trouble du sommeil possible, les réveils nocturnes. En ce qui me concerne, durant la grosse période de fibromyalgie sévère, j'avais 8 réveils nocturnes. Autant vous dire que je ne dormais pas des masses finalement. Et surtout, là où c'est problématique, c'est qu'on n'a pas le sommeil réparateur. Le sommeil a un rôle hyper important, c'est que ça régénère beaucoup de choses chez nous. Les neurones, les cellules, la peau, ça traite la mémorisation, ça traite l'apprentissage. Enfin, c'est vraiment un élément clé sur notre vie. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça représente à peu près un tiers de notre vie. Je crois qu'on est sur un tiers. C'est ça, normalement. Mais Voilà. souvent moins, parce qu'on ne dort pas assez. Voilà. Quand en plus on est sur de la pathologie, ça devient compliqué. Et on a aussi l'option de je cumule les deux. C'est-à-dire que non seulement je me réveille, mais comme je suis sur de l'insomnie, je vais pouvoir mettre, mon cas personnel, c'était jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie à retrouver un endormissement. Psychologiquement, c'est juste terrible à vivre. On est d'accord là-dessus. Troisième symptôme fort, la fatigue chronique. Alors, tout est lié. On ne sait pas de qui, de l'œuf et de la poule dans cette histoire-là, parce qu'on est vraiment coincé dans une spirale. Donc, la fatigue chronique, chronicité à nouveau, donc 3-6 mois, ça ne nous quitte pas. On est épuisé de l'éveil jusqu'au coucher. C'est un état qui ne nous quitte pas. Et peu importe qu'on ait ou pas 1 ou 8 réveils nocturnes, si on n'en a eu que 2, c'est pareil. La sensation d'épuisement est vraiment présente, en fait. Ça ne va pas dépendre d'une sieste, ça ne va pas dépendre de vitamines, ça ne va pas dépendre, c'est normal, c'est de la fatigue organique. On n'est pas sur une fatigue due à une activité, due à un travail, on est sur de la fatigue chronique. Ça, c'est la partie visible. Enfin, en tout cas, c'est la partie connue, d'accord ? À côté de ça, peuvent se décliner, selon les études québécoises, jusqu'à 200 symptômes associés. On a tendance à surnommer la fibromyalgie comme la maladie aux 100 symptômes. En réalité, il y en a plus encore de symptômes associés possibles. C'est hyper vaste. Ça peut être le syndrome de Raynaud. Ça peut être, et ça, Yannick va vous en parler davantage, des atteintes intestinales qui sont hyper courantes. Je vois, moi, dans les gens que j'accompagne au niveau intestinal, c'est très compliqué. Il peut y avoir différentes pathologies à ce niveau-là, mais il peut aussi y avoir le cumul. Ça peut être aussi des céphalées, ça peut être des atteintes oculaires, par exemple. Je vous donne ces exemples-là pour vous montrer à quel point ça peut être vraiment vaste. Fort heureusement, je n'ai encore jamais croisé personne qui présente les 200, mais parfois, on a quand même des cumuls excessivement compliqués. Parce que quand on a déjà les symptômes de base, c'est dur. Quand on se retrouve en plus à devoir gérer un syndrome de Crohn, à devoir gérer des tremblements essentiels, ça devient physiquement et psychologiquement complètement épuisant et ça devient même un challenge de vie finalement. C'est pour ça qu'il y a cet aspect psychologique sur lequel je veux m'arrêter 2 minutes. J'ai tendance à dire dans mes conférences, c'est peut-être l'aspect dont on parle le plus, mais je ne suis pas certaine qu'on en parle très bien. Je dis ça parce qu'on a tendance, vous le savez, à nous mettre dans des cases de dépression. Alors attention, la dépression est une grosse pathologie, mais c'est une autre pathologie. Je me suis entendue dire à l'époque de mon diagnostic, Madame, soyons honnêtes, vous êtes une dépressive qui s'invente des douleurs parce que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous aujourd'hui. J'ai envie de répondre à ces médecins que peut-être qu'au bout d'un moment, je pourrais devenir dépressive, effectivement. Mais je n'ai pas commencé avec ça. J'ai commencé avec la fibromyalgie. D'ailleurs, une personne dépressive n'a pas forcément de fibromyalgie. Une personne atteinte de fibromyalgie n'a pas forcément de dépression. Ce ne sont pas des pathologies qui se développent forcément ensemble. Par contre, il est légitime de se dire qu'à vivre dans ce contexte quotidien, oui, on peut développer de la déprime, on peut développer de la dépression, on peut partir en burn-out et attention, ce sont vraiment des choses qu'il faut traiter. Ce sont vraiment des choses à ne pas prendre à la légère parce qu'il y a énormément de conséquences psychologiques, sociales, familiales, et puis sur le reste de votre santé, etc. Donc, un point très, très important sur le psychologique aussi, à ne pas négliger, mais ne pas restreindre la fibromyalgie non plus à un état psychologique. On est sur une très grosse importance émotionnelle, et ça aussi, la micronutrition peut agir avec nous. Grosse importance émotionnelle, ne pas négliger l'émotionnel, mais ne pas non plus réduire la pathologie entière à cet état-là. Il y a d'autres atteintes, il y a de l'hormonal, il y a de l'inflammatoire, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le contexte de fibromyalgie. La demande de Yannick, oui.
Oui, au niveau du coup, comme le diagnostic, il semble quand même difficile à poser, est-ce qu'il y a Ouais. quand même des causes qui sont connues par rapport à cette pathologie, comment elle arrive, comment elle se met en place? Alors, les causes, on n'est pas encore bien sûr non plus, dans la mesure où aujourd'hui, comme on ne la situe pas très bien, de toute façon, on est coincé dans ce système-là. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'effectivement, gros enjeu émotionnel. Effectivement, ce sont les étapes de la vie qui, en général, nous amènent là. Les personnes que j'accompagne, moi, à traverser cette pathologie ont toutes des chemins de vie assez compliqués, douloureux, difficiles, voire traumatiques. On est vraiment là-dessus. Il y a une thèse qui est défendue par deux médecins, en tout cas qui a été amenée par ces deux médecins et qui est une thèse beaucoup suivie aujourd'hui, c'est la thèse de la prédisposition génétique. C'est différent de l'hérédité, mais un terrain génétique favorable. C'est-à-dire que, au même titre que la dépression ou qu'une autre pathologie neurologique, on peut avoir en soi déjà une espèce de prédisposition. C'est-à-dire qu'on ne le développera pas peut-être durant sa vie, mais si notre vie nous amène à traverser des épreuves qu'on cristallise, qu'on ne gère pas sur l'instant, qu'on n'a pas l'occasion de gérer, parce qu'il n'y a aucun jugement là-dessus, attention, je veux vraiment insister là-dessus parce que on souffre de beaucoup de jugements déjà au travers de la fibromyalgie. Ne vous rajoutez pas celui-là. On traverse beaucoup d'épreuves, certes, et en fait, les causes vont s'accumuler comme ça. Ça va commencer à votre mémoire de petite enfance, ça va se poursuivre à votre mémoire d'enfance-adolescence, d'accord? Et puis, ça va venir se compléter avec des événements de vie qui vont se passer sur la vie adulte. Quand je dis des événements de vie, les deux docteurs danois qui ont posé cette thèse, eux, ils parlent d'agents stressants majeurs, d'accord? Des chocs stressants majeurs qu'on connaît dans notre vie. Ça, c'est hyper personnel. C'est-à-dire que, par exemple, il peut se cristalliser chez un enfant. Vous voyez, moi, mes enfants sont tous les deux en primaire. Mon plus jeune a 6 ans. Il pourrait cristalliser une émotion très négative un jour si euh, j'ai oublié qu'il allait pas en garderie, par exemple, et que j'ai 20 minutes de retard à l'école. Selon comment va être géré le temps entre maman réalise qu'elle doit y aller et l'institutrice gère l'enfant, il peut le vivre comme une blessure d'abandon. Et il peut imprimer ça en lui très profondément. Alors qu'un autre enfant, eh ben, il va y voir l'opportunité de jouer plus longtemps avec les copains et il va être ravi et il va passer 20 minutes au top. Et en plus, il va engueuler sa maman quand elle va arriver parce qu'il est obligé d'arrêter sa partie de foot. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une histoire de perception. Et ça commence au tout début. Donc, selon comment on vit la situation, c'est important de souligner, ce n'est pas selon la situation qu'on traverse, mais comment nous, on va la vivre, on va cristalliser ou pas. On va inscrire des blessures au fil du temps. Mais ça peut être aussi environnemental. Ça peut être aussi médical, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certaines pathologies liées, par exemple. Juste avant mon diagnostic de fibromyalgie, j'avais sur la table un diagnostic de Lyme. On le voit aussi souvent avec l'endométriose, par exemple. Donc, on sait qu'il y a des pathologies. Avec la fibromyalgie, il y a des trucs qu'on n'a pas encore complètement compris et trouvés, mais il y a des choses, c'est sûr. Ça peut être aussi déclenché suite à une chirurgie, par exemple. Tu vois, donc ce n'est pas forcément de l'émotionnel. Un accident de la route, toutes ces choses-là, ça va venir s'implémenter. Et puis un jour, il se passe un nouveau truc, un nouvel événement. Et celui-là, c'est le déclencheur. Alors, il y a un petit piège ici, c'est-à-dire que des fois, on prend le déclencheur pour la cause. Et ce qui va devenir frustrant, c'est que des personnes qui ont fait des démarches par une thérapie, par des soins ou par quelque chose comme ça, d'aller régler le déclencheur et qui se sentent toujours malades après, vont se retrouver frustrées en fait. Parce qu'elles ont le sentiment d'avoir travaillé pour leur pathologie, d'être s'être débarrassées de la cause et en fait, la pathologie est toujours là. Parce qu'il y a un amalgame entre le déclencheur qui a été l'ultime événement qui a fait déborder le vase et tous ceux qui s'en sont joués avant et qui émotionnellement ne se sont pas exprimés ou qui ont été stressants et se sont un peu inscrits, etc. etc. Donc, ce sont deux choses à distinguer quand on travaille sur sa pathologie. Est-ce que ça répond à ta question du coup, Oui, Yannick? tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis c'est important ce que tu dis là de voir aussi la chronicité des choses. C'est pas toujours évident parce que souvent on va rapprocher l'événement ou le diagnostic par rapport à ce qui s'est passé dans l'année, dans les 6 mois ou sur un Voilà. événement assez proche et oublier finalement la résonance qu'il peut y avoir avec les traumas anciens, quoi. Et c'est logique. Et c'est logique parce que ça va probablement s'activer après le déclencheur. Donc, c'est un réflexe. Attention, c'est normal. J'ai par exemple des gens dans ma communauté qui ont développé après une action en prud'homme, tu vois.
ou après une chirurgie, une personne que j'ai qui a eu une chirurgie du dos qui s'est mal passée, qui a perdu partiellement l'usage de ses jambes, derrière, elle a développé une fibromyalgie. Donc oui, ça, c'est le déclencheur. Mais ce n'est pas isolé, en fait. Il s'est passé d'autres choses avant. C'est un peu comme un récipient qui va se remplir de micro-traumas ou de gros traumas et à un moment donné, ça Exactement. déborde et c'est de prendre en considération l'ensemble, quoi. Exactement. On me l'a souvent, la personne qui m'a prise en charge à Lyon, au départ, m'a comparé la fibro à un jeu de cocotte minute, tu vois, mais en version poupée russe, en disant qu'on a cette faculté, et je vous parlerai du profil un petit peu fibro après, on a cette faculté à pardon, à mettre un événement dans une cocotte que je referme bien. Oh, un autre arrive. Bon, je mets ma petite cocotte dans la plus grosse cocotte, puis je referme surtout. Et je fais ça comme ça toute ma vie jusqu'au jour où j'ai plus de cocotte assez grande et que du coup, je ne ferme plus rien. Et puis vous voyez l'image de la cocotte avec toute la vapeur qui fuse. On en est là en fait. On en est là, effectivement. Ouais. Et c'est classique sur le profil, parce qu'on arrive aujourd'hui quand même à décrire un profil. Donc, on est sur un profil de personnes plutôt bien actives, en tout cas avant la maladie, ça fait partie de la frustration, bien actives, bien impliquées. Tu vois, des gens qui ont des grosses implications professionnelles ou sociales, caritatives, tu vois, par exemple, qui sont toujours un petit peu de partout, qui sont toujours là pour tout le monde. C'est la deuxième chose. Ce sont des gens qui pratiquent le don de soi. Le don de soi, mais parfois au prix d'une négligence un peu personnelle au niveau émotionnel ou au niveau je gère mes propres besoins. Ça fait partie du profil. Et puis, très, très souvent, on a aussi de l'hypersensibilité. Donc, ça fait vraiment un tout émotionnellement assez marqué, pour le coup. Tout ça, ça se cumule aux agents stressants qu'on évoquait. Et c'est pour ça qu'on peut, si on a un terrain génétique favorable, finir par déclencher la pathologie de la fibromyalgie. Et du coup, au niveau du diagnostic, est-ce qu'il y a des éléments quand même qui sont clés? Voilà, on connaît les points de Yunus, Ouais. ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent quand même de différencier? Parce que voilà, il y a des choses de neuro, rhumato, enfin, c'est tout un package en fait. Oui, alors, il faut souhaiter aux gens qu'il n'y ait pas trop de package quand même, mais effectivement, l'examen qu'on possède est rhumato. C'est l'examen des zones de Yunus. Donc, c'est des points de pression. Donc, pression du pouce, hein, rien d'énormissime en termes d'appui. Mais par contre, le tableau du Yunus, il est remis un petit peu en cause, mais bon, c'est un petit peu un débat de rhumatologue, tu vois, je vais pas rentrer dedans ce soir. Le fait est qu'il y a 18 points en miroir sur le corps qui commencent à la base du crâne et qui descendent, d'accord, un peu sur les membres. Si on est réactif à au moins 11 de ces points-là, à une pression du pouce, c'est qu'on rentre déjà dans les premiers seuils de fibromyalgie. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est de l'autodéclaratif. D'accord? C'est le patient qui va donner sa perception du point d'appui au médecin qui lui fait le test des zones de Yunus. C'est aussi de l'autodéclaratif par rapport au sommeil, par rapport à la fatigue. Et ça fait que l'examen, certains le remettent en question, certains le trouvent trop léger, etc., etc. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de concret, de ciblé sur la fibromyalgie, c'est ce qu'on a. Ce qu'on fait par rapport au reste des pathologies, comme tu le disais, qui ressemblent au niveau rhumato et neuroneural notamment, la sclérose en plaques, c'est une des premières choses qu'on va aller vérifier, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un contre-diagnostic. On va aller faire la checklist de ce que tous nos symptômes peuvent potentiellement évoquer, et puis on rentre dans une période de contre-diagnostic. Je vérifie si c'est ou pas la sclérose en plaques, je coche. Je vérifie si c'est ou pas la thyroïde, si c'est ou pas, etc., etc. Ça va dépendre des symptômes associés qu'on développe. Et il se peut qu'on ait des cumuls de pathologies. Là, ça devient compliqué parce qu'il ne faut pas qu'une pathologie fasse de l'ombre à l'autre. L'enjeu là du médecin, c'est vraiment de mettre en lumière les deux pour pouvoir travailler sur les deux aspects. D'accord, merci. Et du coup, quelles sont les possibilités de soins qui sont aujourd'hui proposées au niveau médical et puis les choix peut-être que toi, tu as fait? Oui. Alors, au niveau médical, on est sur la médecine allopathique qui va nous proposer de l'antalgique, qui va nous proposer de l'anxiolytique régulièrement, voire du somnifère, voire de l'antidépresseur, parce qu'on sait que tout ça, ça va agir sur notre système nerveux périphérique qui, chez nous, est défaillant. En plus, si jamais il y a effectivement une sensation de déprime ou un terrain dépressif qui s'installe, on va partir sur toute cette pratique-là.
Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a des personnes qui sont complètement contre la chimie, contre l'allopathie. Il y en a qui en ont besoin. Là aussi, s'il vous plaît, je vous invite au non-jugement pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut que ça reste un choix, d'abord. Et la deuxième, c'est que parfois, on peut être contre une pratique, une consommation chimique, mais la béquille est nécessaire. Et à ce moment donné, si vous en avez besoin, faites taire votre petit juge intérieur. Juste le temps que cette médecine-là, ce type de médecine-là vous aide. Pour quelle raison je vous dis ça? Simplement parce que si c'est trop présent en vous et que vous avez besoin de ça et que vous ne le prenez pas, vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'être suffisamment apaisé moralement et physiquement pour pouvoir vous prendre en charge et mettre en place votre parcours de soins, en fait. Donc, si ça ne doit vous servir qu'à ça, si vous êtes contre l'idée, envisagez que ça puisse être possible quand même. Ne serait-ce, encore une fois, que le temps que la situation s'apaise pour pouvoir faire votre plan de bataille, en fait, tout simplement. Et puis après, effectivement, tu as raison, il y a d'autres alternatives, notamment les médecines douces. Les médecines douces, comme tu peux pratiquer toi, qui vont venir intervenir pour nous. Et de plus en plus, ça c'est agréable à voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. On comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, les plus courants, ça va être l'hypnose, l'hypnothérapie, pas l'hypnose de spectacle, n'ayez pas peur, parce que c'est un gros amalgame qu'on me dit souvent, mais Nadège, quand même, l'hypnose. Non, l'hypnothérapie, vraiment. Sachez qu'il peut y avoir de l'hypnose vraiment basée de douleur, et uniquement ça. Donc, ça peut être intéressant. L'acupuncture, la sophrologie, voilà, toutes ces pratiques-là vont venir régulièrement. Et puis, on se rend compte de plus en plus aussi qu'on a d'autres alternatives. C'est pour ça que j'ai la chaîne que tu connais de Défiant la fibromyalgie pour présenter des personnes comme toi qui ont des soins ou des produits ou des pratiques auxquels on n'a pas forcément pensé. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi avec « j'ai tout essayé, rien ne fonctionne ». Alors en fait, avant d'avoir tout essayé, je pense qu'on a un petit peu de temps. On a la très très grosse et réelle limite financière, j'en suis consciente, mais en réalité, il existe des choses. Il existe des choses. Je pense qu'il est très important d'aller regarder ce qui résonne en nous. Et puisque je vous parle de résonance, je vais vous donner des exemples de médecine douce qui peuvent exister. La sonothérapie, par exemple, dont on va utiliser la fréquence. Pourquoi la fréquence va pouvoir agir chez nous? Tu finiras la démonstration de ça tout à l'heure, toi, avec la micronutrition. Yannick, pourquoi les fréquences vont pouvoir agir? C'est parce que, comme on est constitué à 70-75% d'eau, que nos cellules contiennent beaucoup d'eau, les fréquences vont bouger facilement. Elles vont voyager là-dedans et elles vont être impactantes au niveau cellulaire, du coup. Parce qu'au niveau cellulaire, messieurs, dames atteints de fibromyalgie, c'est un petit peu le bazar. Donc, les fréquences, les vibrations ont cette capacité-là, cette faculté-là à venir travailler au niveau cellulaire. Il y a aussi le chamanisme qui peut être utilisé par certaines personnes. Au-delà de l'image qu'on peut en avoir, au-delà, le chamanisme a des vertus, par exemple le tambour chamanique, qui est quelque chose que j'utilise beaucoup. La méditation, la conscience, les états de conscience modifiés, etc., etc. Il existe en réalité tout un panel d'activités. Je pense aujourd'hui, sincèrement, que le plus important, en réalité, c'est de mettre en place vraiment un parcours de soins qui soit pluridisciplinaire. Je vous dis ça pour quelle raison? Tout à l'heure, on a évoqué le tronc commun et les symptômes associés. Ça fait de la fibromyalgie une des maladies les plus polymorphes qu'on connaisse aujourd'hui. Et on n'a pas encore trouvé un soin ou une technique qui arrive à venir travailler sur tous les aspects de cette maladie, toute seule en fait, toute seule. Donc, une maladie polymorphe demande une prise en charge pluridisciplinaire. Et que ce soit du mix, que ce soit l'allopathie, que ce soit de la médecine douce ou que ce soit, par exemple, ce que je propose moi comme dans l'accompagnement individuel. Tout ça, ce sont des petites briques qui vont venir consolider votre propre parcours de soins. Il est important vraiment de regarder ce qui vous convient et comment le mettre en place. Donc, les centres antidouleurs, tout peut être mis dans la boucle. Il faut simplement que pour vous, ce soit utile et efficace. Ouais, puis c'est important ce que tu dis. Je pense que c'est intéressant aussi de se poser la question qu'est-ce qui me convient, parce qu'il peut y avoir aussi des choses super simples comme de la balnéo, comme des fois des mouvements vraiment très en douceur et en fait, il faut regarder ce qui vous parle et ce qui est OK à ce moment-là. Et effectivement, il existe maintenant tout un panel d'approches et à vous de sentir en fait ce qui vous convient le mieux et puis dans la résonance aussi, comment vous vous sentez après cette pratique. Et ça va vous guider. Et ça, c'est, comme tu dis, je pense que c'est super important le côté pluridisciplinaire.
parce qu'il y a plein de choses justement à gérer dans ce type de pathologie, remettre du mouvement, gérer la douleur, jouer sur la Exactement. confiance mentale. Voilà, toutes ces approches-là sont super intéressantes, quoi. Exactement. Et il faut effectivement ne pas négliger la partie psychologique, la partie physique. De toute façon, on parle d'un tout, hein. La fibromyalgie, c'est vraiment organique, hein. Dans la santé, les deux sont liés. Dans la maladie, c'est encore plus le cas, quoi. Donc, il faut vraiment essayer de travailler sur tous les fronts et puis trouver ce qui nous convient, effectivement. Parce que ça peut être aussi une des problématiques, ce qu'on appelle la kinésiophobie, en fait. Il y a Oui. des gens qui ont carrément peur du mouvement, donc il faut réappréhender le mouvement, mais avec beaucoup, beaucoup de douceur, Mm. avec une approche voilà, super personnalisée pour pouvoir réapprendre à bouger et à gérer. Exactement. Des fois, ça va être quelques minutes, et puis d'y aller vraiment très progressivement. Donc ça, c'est important aussi de ne pas vouloir griller les étapes. Et c'est d'autant Parce plus important. Pardon, excuse-moi. Non, parce que c'est une pathologie, comme tu le disais, qui s'est installée sur du long terme, en fait. Oui, Euh, voilà, tout comme toute pathologie chronique, en fait. C'est une multitude de choses et d'événements qui se passent. C'est une dégradation progressive au niveau du corps. Et à un moment donné, oui. il y a un élément déclencheur, il y a un diagnostic qui est posé. Mais les choses se sont installées des fois sur plusieurs années. Donc, ça ne va pas se défaire avec un claquement de doigts. Et ce que le mental, des fois, je pense que tu dois rencontrer des gens qui disent, bon, mais maintenant, c'est bon, j'ai compris, je voudrais que la fibromyalgie, elle disparaisse. Et c'est pas si simple que ça, même pour d'autres pathologies chroniques, en fait, hein. Exactement, exactement. Et à partir du moment où on parle de neurologique, de toute façon, il y a plusieurs aspects à prendre en compte et à travailler. Ça, c'est inévitable. Ça peut être fait de différentes manières, hein, par contre, effectivement. Il y a des thérapies qui peuvent fonctionner pour aider. Le coaching peut être un complément aussi. Voilà, on a la micronutrition que tu proposes. Toutes ces choses-là, ça va vraiment être d'aller chercher les petites briques qui font. Ce qui va être important, en fait, c'est de réussir à trouver comment rentrer dans cette spirale pour l'interrompre et trouver le petit élément qui sera notre porte d'entrée. Une fois qu'on aura trouvé la porte d'entrée, ce qui va être la partie symptomatique qu'on arrivera à apaiser, on va enlever ça et on revient à ce que je disais tout à l'heure pour la chimie. En enlevant une partie de la spirale, on a une accalmie. Et à partir du moment où on a une accalmie, on va commencer à être en mesure à regarder le reste. Et quand tu parlais du mouvement, je suis quand même super contente de faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, on invite de plus en plus à nouveau les patients à rentrer en mouvement. Quand j'ai eu mon diagnostic, on m'a dit, Madame, en même temps, regardez tout le sport que vous faites, vous créez vos douleurs, il faut vous calmer. En fait, non, surtout pas, mais bougez, bougez. Chacun à son niveau. Il y a des coachés, je leur faisais faire se lever et s'asseoir d'une chaise pendant des semaines. Et après, ça a été, je fais le tour de ma table de cuisine et je retourne sur ma chaise pendant des semaines encore, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est le sport adapté. L'activité physique adaptée, c'est vraiment quelque chose de génial. Pour peu que vous tombiez sur un professionnel qui a une grande capacité d'adaptation à vous, pour le coup, on peut avoir de superbes résultats. Mais surtout, effectivement, devenir sédentaire ne va pas vous aider. Je sais que ça fait mal. Je sais que parfois, poser le pied au sol, c'est juste une douleur atroce, mais c'est quelque chose qu'il faut remettre en place progressivement si nécessaire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Que ça t'est possible de nous témoigner un petit peu ton chemin personnel en quelques minutes avant que je fasse la suite? Alors, mon chemin personnel avec la fibromyalgie, effectivement, je l'ai fait suite à un diagnostic de la maladie de Lyme, donc qui a potentiellement été mon déclencheur, hein, d'ailleurs, même si on ne saura pas. J'ai traversé quelques mois très compliqués de non-acceptation et surtout de désinformation. Heu, j'ai eu de la chimie au départ aussi, mais sur des dosages, j'avais l'impression de vivre dans une bulle, tu sais? Je sentais que le monde communiquait autour de moi, mais je n'étais plus avec eux, en fait. Ce qui professionnellement pose des problèmes, on est bien d'accord, socialement, familialement, enfin tout ça, ça n'allait pas. Donc ça a été la première chose que j'ai voulu faire sortir, de ma façon de gérer cette maladie. Donc premier réflexe, je m'intéresse à la phytothérapie. J'ai essayé de switcher en mode naturel un maximum de choses, donc par exemple le kéfir, qui m'a beaucoup aidé, le mulungu, qui est un des meilleurs somnifères naturels qui soit, ce genre de choses-là, ça a été mon premier réflexe.
Et ça s'est installé comme ça. Alors, c'était bien, c'était naturel, mais je devais avoir au bas mot une vingtaine de petits comprimés de phytothérapie à avaler par jour. C'était un petit peu contraignant. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, ce qui a fait une étape dans ma tête, ça a été le diagnostic de ma mère, où là, ça ne m'a pas convenu beaucoup. Ça m'a interrogée, ça ne m'a pas convenu du tout. Donc, je me suis mise à chercher le pourquoi d'un coup, on était deux, en fait. Le caractère d'hérédité dont on ne m'avait pas parlé, éventuellement, etc., etc. Et là, je me suis mise à décortiquer toutes les études médicales que j'ai pu trouver. Les françaises, les anglaises. J'ai une collection d'études médicales dans des classeurs chez moi qui est fort sympathique. J'ai acheté toute la littérature que je trouvais disponible là-dessus. J'ai rencontré des rhumatologues, des neurologues. Enfin, j'ai fait un énorme travail de fond jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, j'étais en train d'accumuler comme une bibliothèque énormément de choses, mais qu'en fait, je ne passais toujours pas à l'action, tu vois. J'avais quand même cet entre-deux où j'avais des petites touches du style de la phytothérapie et de la méditation, mais sans pour autant, du coup, aller plus loin et ben, pas hyper satisfaite des résultats non plus. Et puis est arrivé un autre événement dans ma vie qui a été finalement qui tout double. C'est-à-dire que j'ai perdu un de mes frères, il avait 37 ans. Et là, mon entourage s'est dit, elle va sombrer. Au niveau fibromyalgique, ça va être vraiment… Et ben finalement, ça a été le contraire. C'est-à-dire que ça a été… j'ai tendance à dire, pour ceux qui connaissent mon frère, ils comprennent, j'ai tendance à dire que ça a été son dernier coup de pied aux fesses pour moi en partant. Parce que mon frère a laissé derrière lui sa fille qui avait 5 ans à l'époque. Et là, je me suis dit, attends, en fait, t'es maman. Elle a plus son papa, il verra plus sa fille, mais toi, t'es maman, en fait. Tu as cette chance d'avoir tes 2 enfants. Tu es une maman malade, mais tu es là. Ils sont là, tu es là. Et j'ai pas trop d'autres mots pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, mais ça s'est passé comme ça, en fait. Et je me suis mise à utiliser tout ce que j'avais commencé à comprendre, tout ce que j'avais emmagasiné, tout ce que j'avais cherché et décortiqué, et notamment au niveau des neurosciences. Ce qui fait que je suis complètement passionnée des neurosciences maintenant. Mais je me suis mise à aller beaucoup plus loin dans cette démarche et j'ai fini par monter tout un programme qui m'était destiné de choses à mettre en place, de choses à enlever, de choses à modifier, de choses à rajouter. Tout un programme. Ça m'a pris des mois. Et en 2019, j'ai fait le constat que mes douleurs n'apparaissaient plus. En 2019, j'ai fait le constat que mes crises douloureuses se calmaient, que mon sommeil était en train de se rétablir un peu, que mon tonus revenait, tu vois, par petites touches, sachant que j'ai perdu mon frère en 2018, du coup. Et là, je me suis lancée dans un énorme chemin de développement personnel. Quand on disait tout à l'heure qu'il faut aller dans ce qui résonne en nous, moi, j'avais besoin d'aller profondément en moi et j'ai choisi le développement personnel. J'ai fait du coaching mental, j'ai fait ce chemin d'introspection dont j'avais besoin parce que dans mon propre chemin de vie, il y a plusieurs étapes traumatiques que je pensais plus ou moins réglées, mais sur lesquelles il fallait que j'aille travailler beaucoup plus. Et ma voie à moi a été celle-là, d'allier le développement personnel avec la phytothérapie, avec la méditation et avec la compréhension. Moi, j'avais un très, très gros besoin de compréhension de mon corps, tu vois, de trouver mes nouvelles limites, de comprendre ce nouveau fonctionnement, etc. Et de fil en aiguille, constatant les progrès, j'ai proposé à ma maman de suivre le même programme. Je l'ai embêtée toutes les semaines pendant 9 mois. Je l'ai coachée toutes les semaines pendant 9 mois. Et C'est intéressant, 9 mois. pendant 9 mois, tu as vu le retour de bâton un petit peu? Ouais, ça. Ça nous a pris 9 mois, effectivement. J'avais jamais tilté sur, mais tu as raison, ça nous a pris 9 mois. Elle se retrouve aujourd'hui avec 3 zones douloureuses et des troubles du sommeil plus modérés qu'avant. Et de là, je me suis dit, et si on essayait plus loin, si on essayait plus large, est-ce que je peux offrir cette main-là à d'autres personnes? Et là, j'ai vraiment construit Défions la fibromyalgie. Je me suis formée au coaching, j'ai été certifiée dans le coaching, dans le bien-être, tout ça, tout ça. Et puis est né le programme, les modules d'accompagnement sur divers plans, selon les besoins, en fait, des gens. Ouais, on en reparlera de tes programmes. Est-ce que je peux te poser une question Mais je t'en prie. indiscrète? Oula, je ne sais pas. Est-ce que tu es plus heureuse aujourd'hui qu'avant ton diagnostic de fibromyalgie, avant tes symptômes? En fait, mon bonheur Par est rapport à différent. tout ce parcours-là que ça t'a amené à faire. Mon bonheur est différent.
pour plusieurs raisons. C'est parce qu'avant, j'avais des bonheurs qui se situaient dans mes ambitions professionnelles auxquelles je répondais, dans mon envie de famille que j'ai concrétisée, tu vois, dans ces éléments-là. Aujourd'hui, mon bonheur vient de deux choses. La première, c'est que j'apprends à me le donner moi-même. Je vais beaucoup moins le chercher dehors. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à travailler aussi. Et j'ai quand même toute cette gratitude de pouvoir aujourd'hui avoir transformé une des plus grosses épreuves de ma vie qui a été ma santé en une mission que je chéris, tu vois. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup de passion. Je pense que si un jour je perds cette passion, je ferme défiant la fibromyalgie, tu vois. Mon bonheur, ça va se Ça se, construire. ça se sent quand tu en parles et quand tu le partages. Merci beaucoup en tout cas pour C'est moi. voilà, tout ce partage et ce parcours, ce témoignage. Et voilà, je pense que n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, dans la discussion en bas. Et puis on prendra un temps tout à l'heure pour voilà, si vous avez des questions pour Nadège ou pour moi, et puis on essaiera de répondre au mieux. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Nadège? Ben non, écoute, on verra tout à l'heure s'il y a d'autres éléments que je peux vous apporter. Et ben, je vous remercie. Je te laisse la main. Hop, alors, j'ai perdu le zoom. Voilà. Donc, moi, je me présente. Il y en a certaines personnes qui me connaissent, d'autres pas. Je suis Yannick Archambault. J'ai une formation de kiné il y a 24 ans. Et je vous parle de ça parce que ça correspond à mon parcours aussi dans l'approche globale au niveau du corps. Je me suis rendu compte qu'en kiné, à la fin de la formation, on ne nous amenait pas à voir la personne dans son entier. Ça me dérangeait beaucoup. Et donc, ça m'a amené à faire pas mal de formations avec cette approche globale, que ce soit en premier lieu les chaînes musculaires. Donc, c'est voir déjà la problématique du corps et du squelette et toutes les adaptations et les compensations. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des cumuls des traumas, mais le corps, il enregistre tout. Et quand on a cette lecture-là au niveau du corps, eh ben, on arrive à défaire un peu tous ces schémas de compensation progressivement. Et puis après, derrière, je me suis dit, mais il y a encore d'autres choses. Donc, j'ai découvert aussi toute l'approche émotionnelle, l'aromathérapie, des techniques dérivées de l'ostéo douce, parce que j'aime pas manipuler ou aller en force, mais plutôt utiliser le potentiel que le corps il a d'aller dans son système de régulation et à son rythme. Et c'est pour ça que je propose aussi des ateliers aujourd'hui où on remet le mouvement au niveau du corps avec la respiration, avec des choses super douces et qui vont travailler aussi en profondeur sur les fascias. Et ça permet, c'est assez intéressant parce que avec une approche juste corporelle, les gens ils ressortent, ils ont une résonance psychique, ils ont une sensation de bien-être qui va répercuter. Et moi, ça, je kiffe. Et puis, derrière ça, j'ai vu aussi qu'à un moment donné, les gens, ils arrivaient sur un palier. Et au cours de ma formation en chaîne musculaire, il y avait un collègue qui avait une approche avec la micronutrition. Et je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose qui me parle là-dedans aussi, parce que si à un moment donné, le corps, c'est comme notre véhicule, si le corps il a plus de carburant, il a plus ce qu'il faut pour tourner correctement, eh bien, on a beau vouloir faire les choses, à un moment donné, on n'y arrive pas. Et donc, je suis allé aussi me former à cette approche-là, et c'est cette approche-là que je vais vous présenter ce soir. Je vais vous mettre en ligne, vous partager mon écran. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop long. L'idée, c'est de simplifier les choses. Mon challenge, c'est de simplifier un peu les choses en 30 minutes, alors qu'il faudrait en parler 3 heures. Tout d'abord, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre l'alimentation et la micronutrition. L'alimentation, ça va être tout ce qu'on parle de, voilà, c'est ce qu'on va manger, c'est plutôt les macronutriments, ça va être les glucides, les lipides et les protéines en fait qu'on va consommer. On connaît tous à peu près ces proportions-là, on les respecte pas, mais grosso modo, ça correspond aux besoins au niveau du corps. L'autre besoin au niveau du corps, ce sont ces calories pour donner le carburant nécessaire au niveau du fonctionnement du corps. Voilà, on voit 1800 calories kilocalories pour les femmes et 2400 à peu près pour un homme. C'est important ces chiffres-là parce que je vais vous en reparler après dans les besoins réels au niveau du corps. Et pour la micronutrition, en fait, on va passer vraiment dans une réduction au niveau de l'échelle, on passe au niveau cellulaire. Le corps, il est fait de milliers et de milliards de cellules. Et au niveau des aliments que vous allez consommer, ces aliments, ben, il y a ce qu'on a vu, les glucides, lipides et protéines. Et à l'intérieur, il y a aussi les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et c'est ça qui va venir nourrir et que la cellule va utiliser en fait.
Et que si on ne vient pas apporter ça au niveau cellulaire, et ben, du coup, la cellule, elle ne va pas pouvoir faire son job correctement. Et voilà, quand on lit des livres quand même sur le fonctionnement cellulaire, c'est bien écrit que la santé et la maladie partent de la cellule. Donc ça, c'est super important de comprendre aussi qu'il faut aller jusqu'à ce niveau-là quand on va dans l'approche en micronutrition pour vraiment relancer un processus au niveau du corps. Et globalement, la micronutrition, on en parle plus communément avec les compléments alimentaires. Donc, comment l'alimentation et la micronutrition vont se compléter? Aujourd'hui, on voit que les quantités qui sont préconisées normalement pour les personnes, c'est 5 fruits et légumes. On se rend compte que déjà, c'est dépassé. Je lisais encore une étude qui parle jusqu'à 13 fruits et légumes par jour pour avoir les apports nécessaires au niveau du corps. Et je vous parlais tout à l'heure des kilocalories. En fait, il faudrait 10 fois plus. Il faudrait 23 000 calories pour amener les apports nécessaires en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments au niveau du corps, ce qui est impossible à manger, en fait, dans votre assiette. Ce que vous mangez, il faudrait faire 10 fois plus. Donc ça, ce n'est pas gérable au niveau du corps et ce n'est pas conseillé. La micronutrition, elle va aussi aider, en fait, vous avez entendu souvent parler des radicaux libres. Ça, c'est le fonctionnement, en fait, général au niveau du corps. Quand il y a un fonctionnement comme un moteur thermique, il y a des déchets, et ces déchets-là, ce sont les radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils viennent embêter un peu le fonctionnement au niveau cellulaire. Ils sont naturellement produits, naturellement gérés, quand tout va bien au niveau du corps, par les antioxydants produits par les cellules. Et puis, il y a tous les stress qu'on va avoir à côté. Le stress classique dont on entend parler, voilà, je suis stressé par ce qui se passe au niveau de la vie, mais par toutes les sollicitations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même une notification sur un téléphone, ça active le fonctionnement de stress au niveau du cerveau. Donc, le corps, il fait face à beaucoup de sollicitations au niveau du stress et qu'il va devoir gérer en permanence, même si, tac, on a l'impression que ce n'est pas très fort. Et tout ça, ça va créer aussi du stress oxydatif avec, après, voilà, on va parler des antibiotiques, on va parler des polluants, de la fumée, des cigarettes, on va parler de l'air pollué, des pesticides, de tout ça, ça va créer aussi davantage de radicaux libres et c'est ça qui va embêter aussi le fonctionnement au niveau du corps. Et la micronutrition, elle va venir aider et soutenir une alimentation saine pour essayer d'amener vraiment tout ce qu'il faut au niveau cellulaire. Et puis, ce stress oxydatif, il va aussi amener un déséquilibre au niveau du pH acido-basique, où on a tendance à avoir un terrain qui est plus acide et du coup beaucoup plus pro-inflammatoire, qui va générer plus de douleurs, plus de problématiques au niveau du corps, même par rapport au virus et aux bactéries, de l'inflammation et voilà, tout un tas de choses. J'avais envie aussi de vous donner des petites notions par rapport aux apports journaliers recommandés. On parle souvent des apports journaliers recommandés. Et ces apports journaliers recommandés, il faut bien prendre conscience que c'est la limite basse. C'est comme dans votre voiture, quand vous avez la limite au niveau de la réserve du réservoir. C'est-à-dire que dès que vous êtes en dessous, et encore, vous avez de la chance sur votre véhicule, vous pouvez rouler encore quelques kilomètres. C'est pareil au niveau du corps, mais on ne peut pas aller très loin non plus. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous, c'est considéré comme carence avérée au niveau du corps et on tombe après sur des problématiques. Vous voyez la différence sur ce tableau entre ces 3 vitamines, ce qu'on appelle la santé optimale, ce qui a été mesuré par des scientifiques sur ce qu'il faudrait pour un fonctionnement optimisé au niveau cellulaire, et la valeur des apports journaliers recommandés. La différence, elle est énorme. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi ces pertes nutritionnelles au niveau des aliments. Ça, c'est une étude qui avait été faite pour voir l'équivalence en fait au niveau des fruits et des légumes. Donc là, je vous montrais au-dessus, là, ça a été fait sur 25 végétaux. Et sur ces 25 végétaux étudiés, il y en a 80% qui ont perdu leur teneur en calcium et en fer. Sur la pomme, par exemple, en 1950, et sur une pomme en 2015, elle a perdu 100 fois ses vitamines. Donc, il y a 100 fois moins de vitamines dans une pomme de 2015 qu'une pomme de 1950. Il y a 21 fois moins de vitamines dans une orange en 2015 qu'en 1950. Et vous voyez, pareil,
les autres raisonnements pour la viande, par exemple, qui a perdu du fer, pour le brocoli. Et tout ça, ça ne vient pas contribuer à ce qu'au niveau cellulaire, ça se passe bien. Ça, c'est ce qui se passerait si l'alimentation apportait tout. Donc là, j'ai rajouté effectivement la notion de micronutrition et je vais vous en parler un peu plus précisément après. Pour donner une information optimale et pour avoir une cellule qui est contente, qui fonctionne de manière correcte. Et qu'est-ce que c'est qu'une cellule qui fonctionne de manière correcte? Elle a des petites centrales à l'intérieur qu'on appelle les mitochondries. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment ce qui va donner l'énergie, qui va fabriquer l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'ATP, vous l'avez peut-être vu dans les cours de biologie, et qui va donner cette énergie-là au niveau du corps. Et les mitochondries, il faut qu'elles se renouvellent régulièrement. Et s'il n'y a pas assez de nutriments, elles deviennent beaucoup moins performantes et elles vont fabriquer plus de radicaux libres que d'énergie. Et la cellule ne va pas pouvoir justement fonctionner de manière optimale. Et on arrive après sur des problématiques d'encrassage, de dysfonctionnement, de mauvais renouvellement. Voilà, tout ce qui peut découler de carences en fait. Donc, je voulais appuyer un petit peu sur le système digestif parce que pour moi, c'est un système qui est quand même central. Ce que vous a dit Nadège tout à l'heure, c'est que voilà, il y avait beaucoup de pathologies en lien aussi avec le système digestif. Il faut savoir que rien que le microbiote, donc toutes les bactéries qui sont présentes au niveau du système digestif, ça fait 2 à 3 kilos. Donc ça, et en plus sur le nombre de bactéries, c'est supérieur au nombre de cellules au niveau du corps. Et cet équilibre-là, il est super important. Et il y a plein de choses qui peuvent déséquilibrer déjà ce système digestif. Donc, un déséquilibre au niveau du système digestif va avoir des conséquences, et des conséquences de différentes manières. J'avais envie de vous présenter, et on va passer un petit peu de temps sur cette diapo, parce que là, on est à l'intérieur de l'intestin. Donc, vous voyez tout ce qui est cette partie-là, c'est la lumière de l'intestin, donc l'intérieur du gros intestin. Tout ce qui peut venir perturber au niveau du fonctionnement, vous voyez que si on va commencer déjà dans le cas où les cellules de la muqueuse intestinale sont saines, vous voyez que les jonctions, elles sont soudées, il n'y a pas d'espace entre les cellules, et puis ce qui peut passer au niveau de l'intestin ne va pas pouvoir, voilà, les micro-organismes, les toxines, le gluten, il y a certaines choses qui ne vont pas pouvoir passer à travers les membranes, et uniquement ce qui va être reconnu et accepté par les récepteurs qu'il y a sur les petits doigts là, sur les cellules. Et alors, on le note, il y a des régimes qui sont très restrictifs, d'autres qui le sont moins, mais le constat est que globalement, quand même, le gluten vient perturber au niveau du fonctionnement du système digestif, les traitements antibiotiques, les traitements antalgiques. Comme le disait Nadège tout à l'heure, il y a des fois, on n'a pas le choix, il faut passer par là. Mais il faut se rendre compte que antibiotiques, c'est contre la vie. Et donc, quand on prend des antibiotiques, on vient attaquer aussi la flore intestinale. Donc, il est impératif derrière de prendre soin de votre flore intestinale. Ça, c'est primordial. Et les antalgiques, ils vont aussi jouer davantage sur les cellules, en abîmant les cellules. Et une cellule abîmée, elle ne va pas forcément reconnaître correctement les nutriments, et ça va jouer aussi sur des déficits au niveau de l'absorption. Et vous voyez sur la partie droite de la diapo, une muqueuse qui va être altérée, qui va être dans ce processus inflammatoire et de perméabilité. Et il y a plusieurs problématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette jonction-là entre les cellules, et il y a un passage qui se fait, donc il n'y a plus de gardien, il n'y a plus cette protection de la muqueuse intestinale. Et il faut savoir que quand même, cette muqueuse intestinale, quand on la déplie, ça fait plus de 600 mètres carrés, donc c'est une méga surface qui est même plus importante que la surface de la peau. Et globalement, les aliments ou ce qui va passer par le système digestif est présent, grosso modo, 24 heures en contact avec la muqueuse intestinale. Donc, la muqueuse, elle a vraiment un rôle super important de protection. Quand elle commence à être altérée, il y a des choses qui ne devraient pas passer, comme certains micro-organismes, comme des toxines, comme des grosses molécules, des macromolécules qui vont aussi passer. Et tout ça, ça va avoir une conséquence derrière sur le système sanguin et sur le système immunitaire qui est proche du système digestif. Les choses sont bien faites. C'est que ce système
immunitaire, il va être hyper sollicité. Et la problématique, c'est que quand le système immunitaire il est sollicité, eh ben, il va donner cette priorité-là à contenir les choses qui ne devraient pas passer, pour les gérer, pour les éliminer ou pour justement empêcher que ça aille plus loin pour tuer les bactéries ou les virus. Et la sollicitation de ce système immunitaire fait qu'il va être moins opérationnel pour gérer d'autres choses. Et on sait aussi aujourd'hui que 5 minutes de stress intense va avoir aussi une répercussion sur le système immunitaire pendant 5 heures. Donc, pendant 5 heures, il va donner la priorité à gérer ce que le stress a généré au niveau du corps. Je ne vais pas rentrer dans la gestion du stress. J'organise notre Zoom sur le stress dans 15 jours, mais je ne veux pas rentrer dans le détail ce soir, mais ça va avoir une répercussion aussi sur le système immunitaire. Si le système immunitaire il est occupé à gérer le stress, eh ben, il ne peut pas gérer aussi ce qui passe là. Donc, on en vient avec des nutriments qui ne devraient pas être ici, qui vont générer en fait de l'encrassage au niveau du corps. Ça va favoriser les déséquilibres acido-basiques, ça va favoriser les problèmes inflammatoires, mais il y a des risques d'allergie, il y a des risques, ça augmente aussi le problème de perméabilité et c'est quelque chose qui va commencer à rentrer dans un système un peu vicieux. Et là, la micronutrition, elle va être intéressante parce qu'on va pouvoir intervenir, la correction alimentaire aussi, pour pouvoir justement s'opposer un petit peu à ces choses-là. Est-ce que tu me permets, Yannick, s'il Oui. te plaît, juste avant, pour bien préciser à quel point c'est important, les estimations sont données à 70% des personnes atteintes de fibromyalgie atteintes de dysbiose et à 30% des personnes atteintes de fibromyalgie atteintes de candidose intestinale. Voilà, donc la dysbiose, c'est la perturbation de la flore intestinale. La candidose, c'est le développement du champignon qui est souvent lié au sucre et qui est souvent lié aussi à une perturbation de la flore intestinale. Donc, voilà. C'est là où c'est super important. Cette flore-là, elle fait 2-3 kilos. Et c'est presque un cerveau à part entière, en fait, cette flore intestinale. Il y a tout intérêt à avoir une bonne flore pour gérer et contenir. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans ce déséquilibre-là, que ce soit pour la fibromyalgie avec ce que tu disais au niveau des chiffres, voilà, qui sont quand même super importants et super liés avec les digestifs, on le voit aussi sur plein d'autres pathologies, en fait. Ah oui, bien sûr. Ce qu'on va laisser rentrer, en fait, c'est la première barrière de défense. Ce que le corps il va laisser rentrer, qu'il ne devrait pas laisser rentrer, va avoir des conséquences. C'est-à-dire que si la muqueuse intestinale, elle n'avait pas ce lieu, elle n'a pas que le lien, que le jeu de protection, elle va avoir tout le jeu d'assimilation. En fait, il y a beaucoup de récepteurs qui sont sur les cellules et qui vont permettre de faire passer les choses qui doivent passer, qui vont passer à travers la membrane cellulaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, c'est super important. Aussi, voilà, on peut parler des acides gras. Souvent, l'alimentation elle est déséquilibrée avec des gras saturés, des graisses qui figent. Une graisse qui fige, au niveau de la membrane cellulaire, sa membrane, elle est aussi faite de graisse de phospholipides. Et si notre alimentation elle est déséquilibrée, la membrane va avoir tendance aussi à se figer et les transferts ne se font pas correctement. Donc, elle perd en communication, elle perd en assimilation et sur les cellules de la muqueuse intestinale, les absorptions qui devraient se faire ne se font pas correctement et on rentre dans un déséquilibre qui fait que s'accentuer. Donc, même si à ce moment-là, il nous semble manger correctement, on ne va pas arriver à retrouver cet équilibre-là si on n'intervient pas différemment. Et comme tu parlais tout à l'heure du kéfir, c'est un moyen en fait. Et alors, pour ne pas vous faire peur, je n'ai pas mis des flèches dans tous les sens, mais en fait, imaginez que tout est relié et tout est interconnecté. La première connexion, au départ, on disait que l'intestin, c'était le deuxième cerveau au niveau du corps. Moi, je pensais même que c'était le premier cerveau et les études les plus récentes montrent qu'il y a autant de connexions entre l'intestin vers le cerveau que le cerveau vers l'intestin. Et on se rend compte que, par exemple, je vous parlais du stress et de la conséquence sur la flore digestive. Le stress, 2 heures de stress, va être en mesure de modifier carrément la flore intestinale. 2 heures de stress. Donc ça, et après, vous avez vu toutes les interconnexions, tout ce que ça va engendrer derrière. Donc le système digestif,
il a tout intérêt à être traité et à être opérationnel pour pouvoir limiter le process d'inflammation qui va générer de la douleur. On le voyait, on parle aussi souvent des produits laitiers, des aliments acides ou acidifiants. Tout ça, ça peut avoir une répercussion au niveau ORL. En fait, tout ce qui va être mucosité, le gluten, tout ça, ça va venir créer du mucus, créer des process inflammatoires, des process qui vont favoriser l'installation bactérienne ou virale. Et moi, personnellement, j'ai arrêté les produits laitiers quand tous les matins, je me réveillais, j'avais le nez bouché. Et depuis mon enfance, je consommais toujours des produits laitiers. J'ai grandi à la ferme, je buvais du lait entier et c'était la base, je vais dire, du petit-déj. Et quand j'ai commencé à arrêter les produits laitiers, je n'avais plus été enrhumé. Et petit, j'ai dû avoir des drains au niveau des oreilles. Tout ça, c'était lié aux produits laitiers. Et en fait, j'ai eu des opérations, j'ai eu des traitements antibiotiques pour tout ça. Ça n'a jamais résolu le problème. Et ce qui a résolu le problème, c'est juste le fait d'enlever les produits laitiers pour moi, en fait. Et ça, c'est quelque chose où on ne se rend pas compte. Et dans la société, on parle de manger des produits laitiers tous les jours. Et ça ne convient pas forcément parce que aujourd'hui, le lait, il est différent. On n'a plus du lait entier ou frais. Voilà. Donc, il va passer beaucoup plus vite au niveau digestif. Il y a plein de résonances. Et le système digestif, donc, va être aussi un garant par rapport au stress. C'est-à-dire qu'un bon fonctionnement au niveau du système digestif va aussi permettre de limiter les états de stress, va donner une meilleure résistance au stress, va aussi toutes les bonnes assimilations en fait, au niveau des vitamines, minéraux, oligo-éléments vont jouer sur le sommeil, vont jouer sur la fatigue. Et puis, si on a vu tout à l'heure, il y a une membrane inflammée et des espaces au niveau cellulaire, il va y avoir une tendance à l'encrassage. C'est le foie et les reins qui vont devoir gérer aussi davantage de choses. Donc, vous voyez que tout, en fait, c'est compliqué. Et puis moi, j'aime bien aussi cette approche globale. C'est compliqué de dissocier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter que la douleur, on ne peut pas traiter que l'inflammation si on ne gère pas aussi la composante digestive. Et si on ne gère pas, on peut gérer la composante inflammation, mais si on ne tient pas compte alors je ne parle pas de la gérer de manière allopathique, je parle même avec de la micronutrition ou en phytothérapie ou d'autres alternatives. Si vous ne prenez pas en compte le système digestif, vous aurez une répercussion qui va être limitée, s'il y a un trouble digestif associé, en fait. Donc ça, c'est important de voir aussi la globalité. C'est pour ça que les conseils ils doivent se faire de manière personnalisée pour avoir quelque chose qui soit cohérent et qui soit du coup plus efficace et qui puisse être bénéfique pour la personne. Alors, l'intérêt de la micronutrition par rapport à la chronicité, ça va reprendre un petit peu ce que je vous ai dit. Mais avant ça, moi, ce que j'avais envie de vous donner aussi, c'est quelques précautions d'utilisation de la micronutrition et de toutes ces alternatives douces, c'est que ça ne va pas remplacer en fait un traitement médical. Après, votre choix, il vous appartient, mais la micronutrition n'a pas à vision d'être, ce n'est pas un traitement curatif, ça va être un soutien qui va vous aider à aller dans le processus qui va favoriser un meilleur fonctionnement au niveau du corps. Donc ça, c'est super important de faire du cas par cas et d'avoir pour moi, cette approche globale. L'autre chose qui est super importante, c'est que globalement, au niveau de la micronutrition, il y a des normes qu'on appelle agroalimentaires. Et les normes agroalimentaires, elles sont beaucoup plus laxes que des normes pharmaceutiques. Et il y a peu de labos qui fonctionnent avec des normes pharmaceutiques, qui ont du coup des cahiers des charges qui sont beaucoup plus sévères et beaucoup plus stricts et qui sont hyper contrôlés. Et le plus, c'est que ça donne que ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est exactement dans chaque comprimé. Et la tolérance sur les normes agroalimentaires, c'est que ça donne une tolérance de 20 à 30%. Donc, vous pouvez avoir des comprimés qui sont bien dosés, d'autres qui sont surdosés et d'autres qui sont sous-dosés. Donc, l'effet ne sera pas toujours le même. L'autre avantage aussi, c'est d'aller regarder la biodisponibilité au niveau des aliments et des micronutriments qui sont proposés. Parce que comme la muqueuse, souvent, elle va être altérée, il faut des choses qui soient très facilement assimilables, parce que sinon, ça va faire que passer au niveau digestif. Ça ne sera pas assimilable. Si ça demande un travail supplémentaire au niveau du corps, le corps ne pourra pas forcément le faire. Donc ça, c'est important aussi d'aller checker un petit peu tout ça. Et puis, moi, j'aime bien regarder justement ce côté qualitatif, parce que quand on va ingérer quelque chose, vous avez vu que ça a un impact au niveau digestif, autant avoir des choses qui soient super saines.
et qui soit étudié et qui ait quand même une recherche derrière pour garantir qu'il y a une non-toxicité, qu'il y a une bonne biodisponibilité et que ça puisse vous être bénéfique. Alors, je vais couper le partage et j'aimerais justement peut-être que vous ouvriez votre micro pour vous, qu'est-ce que ça pourrait apporter à la micronutrition. Comme ça, je ne vais pas vous faire toutes les réponses par rapport à ce que je vous ai dit. Et de donner voilà, quelques infos, quelques pistes que vous avez. Et puis, je vous montrerai un petit peu après ce que j'ai marqué. Du coup, j'ai le droit de Alors, jouer aussi ou pas donner trop de réponses? Jouer. Tout le monde peut jouer. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ce soir la micronutrition déjà, qui ont des indications sur ça? Eh bien, Martine, je t'ai vu. Allez, tu peux ouvrir ton micro. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, sans citer, on n'est pas dans des marques et dans des choses comme ça, mais sur le principe de la micronutrition, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça fait 3 mois que je suis sans gluten, sans lait de vache. Ça, je sens pas encore la différence pour le moment. Je pense qu'il faut sûrement Là, un c'est peu plus plus une de gestion temps. de l'alimentation. Ouais. Et du coup, j'ai énormément, pareil, de ce que vous disiez, de compléments alimentaires pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait des carences, où est-ce qu'on pouvait pallier à plein de choses pour essayer d'avancer, justement. C'est important d'avoir à la fois le regard sur les aliments qui ne nous conviennent pas, et ça peut différer d'une personne à l'autre, pour limiter le facteur aggravant. Ça, c'est Ouais. mieux parce que voilà, si on a une inflammation comme si c'était du feu et puis qu'on cherche à rajouter de l'huile tout le temps pour éteindre le feu, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et puis, effectivement, la micronutrition, ça peut prendre du temps. Après, ça peut demander des fois à être reciblé, mais ça peut prendre du temps parce que, comme on disait, ça s'installe aussi dans la chronicité. Après, des fois, on ne voit pas forcément tout de suite l'effet dans la sensation, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, j'ai eu une personne comme ça où je lui avais fait arrêter les produits laitiers principalement. Et elle avait réduit fortement le gluten. Et elle me dit, au bout d'un mois, je ne vois pas d'efficacité. Et puis là, moi, je suis dans l'Isère, c'était l'hiver, elle reçoit des copains, la tartiflette, la fondue. Elle a fait un week-end tartiflette fondue. Le lundi, elle me dit, je vois la différence. Ouais. Parce que j'ai senti la différence après le repas tartiflette et fondue. Et comme l'amélioration s'est faite progressivement, on s'y habitue. Et des fois, c'est pareil au niveau de la douleur. Moi, j'ai eu des gens qui venaient pour la douleur et qui disaient, mais j'ai toujours mal. Mais ce n'était pas la même douleur, ce n'était pas la même intensité, ce n'était pas la même durée de crise. Voilà, il peut y avoir des variations. Et donc ça peut être intéressant de noter. J'en suis où aujourd'hui? Avant de commencer la micronutrition ou le fait d'arrêter des produits laitiers, le gluten, mon intensité de douleur, voilà ce que disait Nadège tout à l'heure, c'est subjectif. Ce qui est intéressant, c'est de poser un chiffre. Vous connaissez peut-être l'échelle de la douleur, où vous posez la question entre 0 et 10, 10 étant la douleur insupportable, j'en suis où aujourd'hui au niveau de mes douleurs? Et ça peut être un bon chiffre où 2-3 mois après, vous reprenez le cahier, vous avez noté ça. Ah ben tiens, j'en suis à 7, j'en suis à 6, je suis à 10, mais au lieu que ça dure 3 jours, ça dure une journée ou une heure. Et tout ça, ce sont des critères d'amélioration qui sont intéressants parce qu'on oublie progressivement. Oui, tout à fait. Il faut apprendre à connaître son corps de toute façon. Moi, je sais que ça a commencé chaque fois que je mangeais de la pizza, je me sentais très très mal. Après, j'avais énormément de mal à digérer la nuit. J'avais un feu dans le ventre et maintenant, maintenant de ne plus en prendre, on voit vraiment la différence, quoi. J'ai plus toutes ces inflammations-là. Ouais, et puis ça peut jouer sur la douleur, mais ça peut jouer sur des états de fatigue, ça peut perturber le sommeil, ça peut… Plein de voilà, choses. voilà, sur plein de choses. Et les manifestations peuvent être différentes suivant les gens. Tout à fait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer par rapport à la micronutrition? Ce que ça peut apporter sur l'alimentation? Oui, Céline? Oui, bonsoir. En fait, pour moi, c'est un soutien à une meilleure alimentation, justement pour apporter tout ce que notre alimentation actuelle, comme vous disiez, Yannick,
ne nous apporte plus, puisque l'alimentation a perdu beaucoup en bénéfices. Donc, il me paraît important à l'heure actuelle de prendre des compléments alimentaires, effectivement, surtout avec nos pathologies, en fait. Tout à fait, ouais. Ouais, je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais c'est vraiment un constat. Alors, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On fait croire aux gens qu'en continuant à manger sainement, 5 fruits et légumes, alors déjà, on est loin du compte, on aura ce qu'il faut pour la santé. Et c'est faux, malheureusement, parce qu'il y a un appauvrissement au niveau des sols. On n'est plus sur le même type de culture. On est sur des récoltes qui sont faites des fois 3 semaines avant pour jouer sur les marchés, pour jouer sur le transport. Donc, on n'a plus les mêmes quantités de vitamines. On est sur des variétés qui ont été modifiées. Donc, on a aussi des aliments, des plantes qui n'arrivent plus à faire les assimilations de micronutriments comme elles le faisaient avant, parce qu'elles vont pousser trop vite, vont être plus chargées en eau, elles ne développent pas les mêmes choses. Comme les plantes, elles sont moins stressées parce qu'elles sont irriguées, on met de l'engrais, tout ça, elles vont développer moins d'antioxydants aussi. Donc, tous ces apports-là, ils sont diminués et tous les facteurs externes, ils sont quasiment augmentés. Les sollicitations, les ondes électromagnétiques, la pollution, l'air, notre rythme de vie, tout ça fait que le corps, il doit gérer davantage de choses. Et moi, ça fait voilà, plusieurs années que je me supplémente et 3 ans que je le fais de manière vraiment assidue. Et je vois la différence. Je n'ai pas ce type de pathologie, mais j'avais des douleurs quand même chroniques au niveau du corps. C'est divisé par 10, ma vitalité n'est pas la même. Les gens, ils me disent, qui me connaissaient avant, ils me disent, t'as rajeuni, t'as perdu 10 ans. Enfin, j'ai gagné 10 ans. C'est bien. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va se voir aussi à l'extérieur à un moment donné. Votre vitalité, elle va se voir à l'extérieur. La peau, c'est un critère qui va être aussi la résonance de la santé au niveau de l'intestin, au niveau du corps. Donc, le bénéfice, il est vraiment super important, quoi. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose? Alors, Mélanie est intervenue via le chat, que je salue d'ailleurs, mais bon ça. Effectivement, enlever tous les laitages, passer au laitage végétal, pour le coup, qui est quand même sur une autre assimilation, rajouter les fruits secs, les graines, etc. Se sent mieux. Ouais, super. Et puis, c'est aussi on a une culture de bien manger en France, donc Oui, une culture gastronomique. voilà, qui est bien présente, donc c'est des fois compliqué. Et ce qui est compliqué aussi des fois, et puis je le vois aussi pour moi, c'est quand on dit j'enlève ça et je le remplace par quoi? Et des fois, on ne peut pas toujours remplacer. Parce que moi, j'ai vu des gens qui prenaient beaucoup de produits laitiers, qui ont remplacé par du lait de soja. Ils ont eu les mêmes problématiques. Et donc, il faut faire attention des fois sur varier les choses. Et je pense que c'est pas mal de varier sur plusieurs choses, d'essayer de tester ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi au niveau des organismes, c'est qu'il y a un capital d'acceptation par semaine. C'est-à-dire que je peux prendre peut-être un bout de fromage, un produit laitier, 1 fois ou 2 fois dans la semaine et ça va passer. Si j'en prends 3 ou 4 fois, ça ne va pas passer. Donc ça permet de donner un peu plus de souplesse aussi quand on est invité, et de dire tiens, ça je peux un peu parce qu'à côté j'ai fait attention et mon corps a regagné un petit peu de capital. Alors l'idée c'est pas cramer tout le temps son capital, mais ça donne une souplesse et ça évite de rentrer aussi dans quelque chose qui pourrait être trop restrictif au niveau alimentaire. Et puis moi je l'ai vu en fait, la micronutrition, la régulation du système digestif. Quand on refait la flore, quand on réinstalle une flore correcte, il y a une meilleure tolérance aussi aux aliments. C'est-à-dire que la problématique, c'est que après, moi, je vois des gens qui sont allés tellement loin dans le déséquilibre au niveau digestif qu'ils deviennent quasiment allergiques et réactifs à tout. En fait, ils ne sont pas forcément allergiques à tel ou tel aliment, mais la muqueuse, elle est tellement irritée que la moindre chose qu'ils vont manger, ils vont réagir. Les fibres, c'est bien, mais s'ils prennent un peu trop de fibres dans cet état-là, où c'est complètement inflammé, ils vont réagir. Donc, l'idée, c'est de jouer aussi sur les cuissons, sur ces choses-là. Mais et donc, c'est vraiment du cas par cas. Oui, puis après, il faut étudier toutes les sources des régimes crétois, manger vivant, tout ça. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'intéresser et puis après, chacun à les faire Enfin, je vous conseillerais de vous faire accompagner
quoi qu'il en soit, dans la démarche, au moins pour la mise en place de la démarche. C'est le mieux. Et donc, je vous remets, en fait, moi, c'est pas, on peut encore rajouter plein de choses, hein, mais c'est vraiment, comme le disaient Martine et Céline, hein, c'est le soutien aussi dans le quotidien et qui vient apporter un complément par rapport à l'alimentation, parce que c'est compliqué d'avoir une alimentation équilibrée. Et il y a quand même une croyance que la micronutrition, c'est cher. Mais moi, je voudrais revenir là-dessus parce qu'il existe quand même des choses aujourd'hui qui sont très bien formulées et qui font que pour moins de 2 € par jour, on peut avoir quand même quelque chose qui est hyper cohérent et hyper complet en soutien au niveau du corps. Quand on voit aujourd'hui le prix de l'alimentation et puis les quantités qu'il faudrait manger, finalement, ça coûte plus cher presque d'essayer des fois d'acheter certains aliments qu'on ne peut pas toujours avoir, parce que l'idéal, ça serait de manger local, manger bio, manger de saison, et puis tout ce qui va impacter aussi sur les quantités de vitamines et de minéraux, ça va être les cuissons, les modes de cuisson. Moi, ça m'a fait bondir une fois où… alors, je termine la micronutrition, mais juste, ça m'a fait bondir une fois où j'ai entendu que une certaine marque faisait des légumes surgelés à cuire au micro-ondes. Comme ça, les gens, ils avaient leur portion de légumes pour le quotidien et que c'était très bien pour leur santé. Désolé, mais après le micro-ondes, il ne reste pas grand-chose. Et donc, l'intérêt de la micronutrition, pour moi, c'est que ça fait gagner un temps énorme aussi dans la régulation. Parce que juste à corriger, et ça, j'en discutais avec un médecin qui fait la micronutrition, et juste de la correction alimentaire sur un trouble digestif, je vais dire petite dysbiose, on ne parle pas des gros troubles, juste en corrigeant au niveau alimentation en étant hyper strict, il faut 2 ans. Et quand on va corriger avec la micronutrition, on va gagner du temps, on va aller jusqu'à 6 mois, des fois pour stabiliser. Mais il faut bien prendre en compte qu'il y a tout le process de détox, de restructuration. Il faut que les cellules elles reviennent se coller, qu'elles reviennent fonctionner normalement. Et puis, le fait de remonter le nombre de bactéries pour relancer le process normal. Donc, la micronutrition, elle va jouer sur différents facteurs. En fait, on peut jouer sur le digestif qui va être un peu l'approche, je vais dire, essentielle. Après, on peut jouer aussi sur l'inflammation, contenir une inflammation, favoriser les process. Il y a aussi l'alimentation, hein, de limiter tout ce qui est graisse, trop gras, les graisses animales, tout ce qui va être trop cuit et toutes ces choses-là. On va pouvoir jouer avec la micronutrition sur le stress, sur la fatigue, sur le sommeil. On va pouvoir jouer justement sur le fait d'améliorer au niveau cellulaire le fonctionnement. Et ça, c'est super important. Il faut que la micronutrition, elle aille jusque-là, jusqu'à relancer le fonctionnement cellulaire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, ça va être juste, je rajoute quelques vitamines, comme si j'en avais jeté dans l'assiette. Mais si ça ne va pas travailler et être suffisamment assimilable pour aller jusqu'à relancer le fonctionnement au niveau cellulaire, ce n'est pas suffisant, ça ne va pas assez loin, quoi. Parce que la cellule, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, pour gérer le stress oxydatif. Les antioxydants fabriqués par les cellules, ils sont 100 fois plus efficaces que les antioxydants qu'on va pouvoir amener juste par l'alimentation ou même tout simplement avec de la micronutrition classique. Et puis, la micronutrition, on va jouer aussi sur apaiser le mental, sur toutes ces choses-là. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je remettrai ces coordonnées-là si vous les souhaitez après. On va passer aux questions. Eh bien, on a débordé, mais c'est compliqué de faire court, de ne pas parler trop vite. Il y a plein de choses à dire. Il y en a encore plein que je n'ai pas dites. Est-ce que tu as vu dans le chat des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, Nadège ? Alors, il y a notamment une question par rapport au fait d'être végétarienne, Patricia, qui le précise. Vous recommandez quoi? Est-ce que c'est quelque chose dont il vaut mieux que tu parles avec Patricia en cas par cas? Ou est-ce que tu as quelque chose, effectivement, où tu distingues végétarien, non végétarien? Alors, et ce qui est intéressant à voir, c'est que végétarien, souvent, il va y avoir des carences en vitamines, principalement B12, mais pas forcément que ça. Et le mieux, c'est de voir au cas par cas. Moi, j'aime bien, en fait, fonctionner vraiment sur un questionnaire très précis par rapport aux symptômes. Quand je peux voir les gens, j'utilise en plus un appareil qui permet de faire un bilan hyper complet en biorésonance. Donc, ça donne
un bilan et puis ça donne un point de départ. Voilà, tout à l'heure, je parlais pour la douleur et l'évolution. Ça donne un point de départ et ça permet d'ajuster. Voilà. Mais ça, c'est important de le voir aussi au cas par cas parce que bien souvent, effectivement, il y a des carences. Dès qu'on va aller sur des régimes, il y a potentiellement des carences et ça, il faut voir après par rapport aux symptômes, par rapport à ces choses-là. Et la vitamine B12, elle joue beaucoup sur la fatigue, en fait. C'est là où la micronutrition va beaucoup répondre aux besoins de la fibromyalgie dans la mesure où les deux sont hyper individuels, quoi. On est vraiment sur une pathologie différente d'un malade à l'autre et une réponse micronutrition ou autre, hein, mais dans le sujet qui nous intéresse ce soir, une réponse qui est capable de venir individuellement sur de la précision, c'est en ça que c'est très intéressant, quoi. C'est très intéressant et pour moi, c'est quasi, si on veut prendre en compte vraiment ce chemin de guérison, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté pluridisciplinaire et personnalisé. C'est-à-dire que chaque personne a son parcours, chaque personne a son histoire et c'est pareil au niveau du corps. Et même s'il y a des symptômes qui se ressemblent, ben, on n'a pas forcément tous besoin de la même approche, en fait. Oui, et j'en profite pour une petite mise en garde des auto-prescriptions web, hein. Ça part de beaucoup de bienveillance, hein, on voit ça sur certains produits. Alors non, pas forcément les mêmes soins, pas forcément les mêmes dosages. Vraiment garder à l'esprit qu'on parle d'une grosse individualité, d'une personnalisation tout aussi bien de votre palette symptomatique que de votre parcours de soins. Ouais, et puis je pense que souvent la recherche, quand on sature, qu'on a essayé plein de choses, c'est d'aller chercher la recette miracle. Et donc, voilà, ce que tu disais, témoigner pour toi tout à l'heure, ce qui a marché pour toi. En fait, c'est pas forcément ce qui marche pour les autres. C'est pour ça que tu es allé chercher aussi d'autres choses pour pouvoir accompagner les gens, que tu travailles avec d'autres thérapeutes pour pouvoir dire, ben, maintenant, allez voir telle ou telle personne qui va vous accompagner sur telle ou telle discipline. Et ça, c'est super important, en fait, parce que le danger, c'est de le traiter comme du symptomatique. Et bien souvent, ça va jamais résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est comme si on avait, moi j'aime bien toujours le comparatif du corps et puis du véhicule, hein, mais c'est comme si sur votre tableau de bord, bah tiens, j'ai mal, je mets un antalgique, je mets un sparadrap sur mon voyant rouge, je le vois plus, je continue à avancer, et puis oh, j'ai le moteur qui fume après. Bah, c'est bizarre, il n'y avait plus de voyant. Et en fait, à un moment donné, c'est important d'aller voir dans la globalité, et si on ne va pas chercher un minima d'où vient, pourquoi ce voyant s'allume, pourquoi ça résonne au niveau du corps, et qu'on ne va pas chercher plus loin, mais qu'on cherche juste à le masquer, malheureusement, c'est du symptomatique et ça n'ira pas plus loin. Oui, oui, oui. J'ai l'habitude de dire qu'on met des pansements justement sur nos symptômes et donc on ne va pas beaucoup plus loin. Ouais. Donc, bien entendu, moi, je voulais juste repréciser quelque chose. C'est important de gérer l'alimentation et de faire les évictions des aliments que vous reconnaissez comme aggravants. Et puis, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que certaines personnes qui avaient du mal à corriger ces aliments-là, étant passées à la micronutrition, ben, finalement, c'est venu donner cette information aussi au niveau cellulaire qu'il y avait quelque chose qui pouvait mieux fonctionner et ces gens-là ont eu la dynamique après d'aller corriger leur alimentation. Et en fait, ça a dû passer pour eux par d'abord la micronutrition, qui est venue être quelque chose qui allait être moins contraignant finalement même de prendre des comprimés que de corriger et de rentrer dans un régime. Et après, c'est comme quelque chose qui s'était enclenché, une porte qui s'est ouverte, et comme si le corps appelait à ça en disant écoute, je me sens mieux avec ça, si tu peux enlever ça, ça serait pas mal, quoi. On va plus loin. Allez. Ouais, du coup, ça enclenche le cercle vertueux, c'est pas mal ça. Et oui, parce que c'est à l'opposé de la fameuse spirale que j'évoquais moi au départ, dans laquelle on est coincé. Soyons bien d'accord que le cercle vertueux sera la meilleure chose à mettre en place à la place de la spirale. On a une question sur les tests sanguins de la part de Rosemary qui permettent de détecter les allergies alimentaires. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, enfin, c'est même, enfin, ça se faisait beaucoup moi j'ai connu ça il y a plus de 20 ans en Belgique, ils étaient très en avance là-dessus. Et il y avait tout un protocole hyper précis sur les allergies, les évictions complètes, les réductions par rapport au dosage et ces choses-là. Et ça, c'est au cas par cas.
Et moi, je dis aussi, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on traite que les allergies et qu'on ne traite pas la problématique de base, le côlon, on ne va pas forcément résoudre le problème. Si la muqueuse, elle est impeccable, qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y a que des problèmes d'allergie, mais ça aussi, on le voit dans des… En fait, une allergie, c'est une dégradation du système immunitaire. En fait, on est dans des problèmes aigus, subaigus, chroniques. Et après, dans la chronicité, on va tomber sur des allergies ou d'autres pathologies, comme des cancers, des choses comme ça. Et en fait, c'est l'évolution au niveau de la santé. Quand on arrive au stade d'allergie, c'est déjà le système immunitaire qui est déréglé, qui est hyper réactif à ce qui se passe. Ouais. Donc ça demande d'aller, pour moi, en amont. Est-ce que pour toi, l'intolérance alimentaire est un stade avant l'allergie? Ou est-ce que ce sont des choses qui se gèrent différemment? C'est un stade avant. Un stade avant. C'est un stade avant parce qu'on va pas… L'allergie, il y a vraiment une réaction forte au niveau du corps, enfin plus ou moins forte, mais quand même qui est souvent notée avec une réaction du système immunitaire. L'intolérance, c'est que je peux en manger, je ne suis pas forcément très bien, mais ça va, quoi. Ok. Donc, c'est le stade effectivement avant. Après, il y a des degrés aussi d'intolérance. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans le chat, ça apparaît, dans les témoignages que nous ont fait aussi Martine et Céline, c'est pareil. Le gluten, grand classique, produits laitiers aussi. On sait aujourd'hui que la molécule de lait de vache, elle est juste insupportable pour l'organisme humain. Donc, il y a ça. Mais on voit aussi d'autres produits, voilà, le manger cru, faire attention à comment on cuisine, etc. On voit que tout ça, de plus en plus, dans le contexte fibromyalgie qui nous intéresse ce soir, c'est mis en avant aussi. Ouais, c'est très intéressant et puis faites attention aux excès. On t'a perdu Yannick. Ah. C'est revenu, malheureusement. Tu as une voix robotisée, c'est fort sympathique. Du coup, j'en profite pendant que tu rétablis ton son pour faire un clin d'œil aux gens qui nous ont adressé des remerciements. Merci à vous pour votre participation, pour vos questions, pour vos commentaires et qui arrivent encore. Attendez, je lis. Donc, il y a quand même plusieurs personnes qui pratiquent déjà la micronutrition. Hein. Ouais, et je ne sais pas si la voix elle est revenue normale. Voilà. Non, tout va bien. Je vais me déconnecter, je reviens. C'est pas ma voix normale. Très bien. Du coup, je vais m'occuper de vous toute seule pendant quelques minutes. Est-ce qu'au niveau de la fibromyalgie elle-même, vous avez quelques questions éventuellement sur lesquelles je pourrais tenter de vous répondre? N'hésitez pas à ouvrir les micros, du coup, à prendre la parole. Moi, je veux bien poser une question. Dites-moi, Céline. Donc moi, du coup, je vais beaucoup mieux depuis un an et demi, grâce à faire attention à l'alimentation, à la gestion du stress, les compléments alimentaires, etc. La reprise du sport également, parce que au centre antidouleur, il m'avait dit un peu comme vous, stop, on arrête le sport. Et en fait, moi, j'ai fait comme vous, j'ai cherché des solutions toute seule parce que je voulais plus le côté chimique. Et je voyais qu'en fait, il fallait continuer à bouger. Et mon ostéopathe m'a encouragée à bouger aussi. Okay. Et c'est vrai qu'en m'y remettant tout doucement, maintenant, j'arrive de plus en plus à faire et je vais de mieux en mieux. Ma question étant, est-ce que pour vous, c'est plus une rémission qu'une guérison? Parce que moi, je pense un peu ça. Je me dis, il faut quand même continuer à garder une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de vie. À partir du moment où on va repartir dans les travers, entre guillemets, je pense que ça reviendrait au grand galop. Alors, je vais faire un truc dont j'ai horreur, mais je vais vous répondre par une autre question. Est-ce que Céline, réellement, vous auriez envie de vous laisser Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, à partir de ce moment-là, est-ce que réellement la question est nécessaire? Ce qu'il y a par contre, effectivement, vous ne m'entendrez jamais parler de guérison pour deux choses. Oui, la première, c'est que les qualifications médicales, je ne suis donc pas autorisée, tout simplement, à parler de guérison. Et au-delà de ça, la deuxième chose, c'est que je ne pourrais pas prétendre aujourd'hui guérir qui que ce soit et c'est un espoir que je me refuse à donner, n'ayant pas de certitude d'y répondre. Par contre, je parle de soulagement et d'apaisement durable et naturel. Voilà. Effectivement, c'est vraiment le créneau sur lequel je travaille aujourd'hui.
À savoir quand même que mon plus bel échantillon finalement d'activité, ça restera moi-même. Fin juillet, on m'a, alors j'adore l'expression, on m'a dédiagnostiqué parce que je ne rentre plus dans les cases du diagnostic. Avec la mise en garde, effectivement, vous n'êtes pas encore très, très nombreux à en être revenus à ce point-là. Potentiellement, vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête. On ne sait pas si vous vous faites rattraper par un stress de vie, si vous vous faites rattraper par des éléments traumatiques, etc., ce qui va se passer. Foncièrement, je n'ai absolument pas envie de me faire rattraper par quoi que ce soit. La question m'a déjà été posée plusieurs fois. Pourquoi tu ne reprends pas ta vie d'avant? Parce que si j'ai voulu en changer, c'est qu'elle ne me convenait plus, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, pas d'intérêt à revenir réinstaller ma vie d'avant. Des choses que j'ai moi-même identifiées comme toxiques, je n'ai pas envie, en fait. Oui, ben, on a un petit peu la même optique, la même vision des choses, effectivement. Mais vous, ils vous ont dédiagnostiqué. Alors ça, je n'avais jamais entendu dire ça. Dans la mesure où ils n'ont pas le droit de me déclarer guérie, parce que de toute façon, je n'étais pas malade, officiellement, atteinte de fibromyalgie. Donc, on ne peut pas guérir quand on n'est pas malade. Et en même temps, voilà, le terme de rémission est peut-être plus approprié dans la mesure où on a cette incertitude. La chose qu'il m'a réellement dite, c'est qu'aujourd'hui, avec une zone modérément douloureuse contre 16 au départ quand il a commencé à me suivre, un sommeil rétabli contre 8 réveils nocturnes, et enfin l'évolution symptomatique, elle m'a dit aujourd'hui, c'est plus possible, vous ne cochez plus les cases. D'accord. En fait, moi, j'ai complètement arrêté d'aller faire le suivi au centre antidouleur. Donc du coup, j'aurais pas du tout leur recul à ce niveau-là, quoi. D'accord. À voir si c'est pour vous important d'avoir à un moment donné besoin de cette information-là. Moi, je ne vous cache pas que autant sur ma satisfaction personnelle compte tenu des efforts fournis que sur mon évolution professionnelle, c'était intéressant pour moi de savoir. Maintenant, si ce n'est pas un besoin pour vous, Céline, j'en suis petite. D'accord. En fait, oui, non. Moi, le principal, c'est d'aller mieux, effectivement. Voilà. En fait, on a tout intérêt, mais même de manière classique. Alors, je ne sais pas si la voix est revenue correctement. Oui. Bon. En retour parmi nous. Des petits soucis avec la connexion au bout d'un moment. On a tout intérêt, de toute façon, à maintenir son niveau de santé de manière optimisée, en fait, mais même pour tout un chacun. Oui. Parce que ça n'empêche pas, même avec la micronutrition, ça n'empêche pas de tomber malade, d'attraper un rhume, des choses comme ça. Mais le corps a des réserves, a des capacités de mieux réagir. Parce que c'est multifactoriel. On peut avoir un stress, on peut avoir une émotion. Et le corps, c'est un tout. Donc, plus il a un meilleur fonctionnement global, mieux il saura réagir en fait face à la situation. Ah oui. Et comme on voyait tout à l'heure, finalement, de faire en sorte de jouer sur le facteur travail personnel, développement personnel et tout ça, la micronutrition, l'alimentation, ça va donner beaucoup moins de réactivité par rapport aux événements. Quelque chose qui aurait pu me stresser il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui, ça va moins me stresser, donc ça va avoir moins d'impact au niveau du corps. Donc ça, c'est toujours intéressant, je trouve, de continuer ce travail sur nous, si ça nous parle, mais parce que c'est un peu notre job de vie, quoi. Plus on est soi, plus on se découvre, et puis plus on va faire les choix. Ce que tu disais, Nadège, tu avais fait ton programme où tu avais enlevé tout ce qui ne te convenait pas. Et je vais dire, presque, on a tous besoin de faire ça, quoi. Et ça, c'est des fois, on va partir dans un schéma, dans un fonctionnement, et puis c'est un truc qui va nous le rattraper au niveau du corps. Moi, j'aime dire que notre corps est notre allié. Donc, même dans la souffrance, c'est un message que le corps y donne, et que de reconnecter, si mentalement on arrive à se dire, mais mon corps, il me dit quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le découvrir, c'est peut-être avec l'aide d'un coach, c'est peut-être avec l'aide d'un thérapeute que lui, il va aller chercher des choses que moi, je n'arrive pas à aller chercher, qu'on va pouvoir trouver une issue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, quand on se connaît bien, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont remarqué ça, mais en fait, à un moment donné, on a des alertes qui sont envoyées
Et moi, je sais que j'ai des petites choses que je ressens où je me dis, oh là, alors là, faut se calmer, faut se reposer un peu plus, enfin, voilà, on arrive à tempérer et à éviter justement de trop partir dans des choses qui sont exagérées et après qui vont nous faire repartir éventuellement dans de la souffrance, quoi. Tout à fait. Je vais vous remettre les coordonnées si vous le souhaitez en partage d'écran, si vous voulez faire une photo, une copie d'écran, si ça vous parle. Mais ça permet, voilà, si vous souhaitez des informations. Alors, oups. Pardon. Vous le voyez correctement là? Peut-être pas en grand, mais Ça semble aller. ouais, je vais pas l'avoir. Voilà. Et effectivement, n'hésitez pas s'il y a besoin d'autres informations de quelque type que ce soit dans cette compétence-là, je reste disponible, bien sûr. C'est pareil, hein, que ce soit par mail ou par téléphone. Après, voilà, on peut déjà prendre un premier contact. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, il y aura, je pense qu'on va conclure, Nadège. Oui, oui, pas de problème. Voilà, notre générosité a fait qu'on a dépassé. On a mis tout le monde en retard. Voilà, mais c'est toujours super intéressant, voilà, tous ces sujets-là, et c'est à la fois tellement riche d'enseignements. Il y aura un replay, donc ceux qui souhaitent avoir le replay, vous pouvez envoyer un mail soit à Nadège, soit à moi, pour avoir le replay, parce qu'il ne sera pas forcément envoyé de manière automatique. Et puis voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la discussion. Je regardais, oui, il y a un message qui vient d'être mis. Plus en témoignage, effectivement, ils explorent beaucoup de pistes telles que la thyroïde. J'ai pas vu. C'est Stéphanie qui nous explique. Ouais. Médecine fonctionnelle, le médecin explore aussi beaucoup les dysbioses intestinales. Hein, c'est ce que je disais, ça concerne une très, très grande proportion des personnes atteintes. Éviction du gluten, produits laitiers, ça restera, je pense, le plus classique. Le mouvement, bien sûr, effectivement. Iode dans les urines, dans le sang, 24 heures. Donc, beaucoup d'examens, contre-examens. On cherche le diagnostic, on essaye de mettre à plat tout ce qui se passe. Et effectivement, derrière, gardez bien à l'esprit que c'est le plan de bataille qui vous convient le mieux, qui restera le plus efficace. Parfois, on tâtonne. Je vous invite à aller regarder la chaîne qui porte le nom de Défions la fibromyalgie, où on peut avoir, ou d'ailleurs Yannick interviendra en 2023, on peut avoir parfois d'autres sources. Et n'hésitez pas, vous, de votre propre côté, si besoin est. Ça sera Merci beaucoup, Nadège. Merci à tous pour être intervenus, pour être présents sur cette soirée. C'était un grand plaisir de partager avec vous. Et puis, je vous souhaite du soulagement, d'ouvrir de nouvelles portes. Et puis, plein de belles choses pour vous dans cette fin d'année. Merci beaucoup et très belle soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, Au revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir.